Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Tony, alias Tonton Mindset. Tony est pour moi un grand sage. Il n'en a pas que sa chevelure, il a aussi les mots. Je le verrais bien vivre dans un monastère au Népal. Pourtant, tu vas voir, Tony est un hyperactif. Il a débuté dans le dur, dans un travail où il se levait à 4h du mat, avant de commencer à construire son indépendance financière avec l'immobilier et la bourse. Et se fixer un objectif d'actualité d'ailleurs. Je veux prendre ma retraite à 40 ans. Je savais même pas comment j'allais faire ou comment je pouvais faire, mais je me disais à 40 ans, je serai à la retraite. Il a cravaché, travaillé, il s'est épuisé avant que son corps ne lui dise stop. Et donc j'ai fait mon déménagement et toutes les demi-heures, j'allais aux chiottes pour chialer un coup. Enfin, j'avais mon entreprise, je courais partout, je faisais mes invests. À ce moment-là, je faisais construire le 2e immeuble, on n'arrêtait pas. Et le lundi, je suis allé voir mon toubib pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Et il m'a dit, mais en fait, vous faites un burn-out. Il a fallu 2 burn-out à Tony pour apprendre à s'écouter. Comment Tony a mis en place une vie sur mesure aujourd'hui? Comment a-t-il osé de nouveaux projets malgré la peur? Dans cet épisode, on parle d'investissement mais aussi de PNL, d'acceptation de soi et de passeur d'âme. Oui, Tony nous explique comment un passeur d'âme l'a aidé à vendre un bien immobilier. Bref, une discussion vraie, sans filtre, de la vie, du business, mais surtout sur le bonheur et l'alignement personnel. N'hésite pas à retrouver toutes les pépites de ce podcast en vidéo sur mon Insta Oser by Nico et je te souhaite une excellente écoute. Salut Tony, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Nico, ça va super bien. Je suis ravi d'être avec toi et de faire enfin ta connaissance en live quand même. Exactement, parce qu'on se connaît depuis peut-être 3 ans maintenant, je dirais, ouais. Par les réseaux, Instagram. Ouais. J'avais eu la chance d'intervenir, d'être invité dans un de tes podcasts, parce que tu en as plusieurs. Oui. C'était dans les Gentlemen Investisseurs avec Yann, vous êtes 2. On avait eu le plaisir de te recevoir, en tout cas. C'était super, on avait fait un joli épisode qui a vu beaucoup de succès d'ailleurs à l'époque. Ouais, j'avais eu des retours, c'était cool. On avait parlé d'immobilier parce qu'on se connaît pour ça avant tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va pas être forcément une discussion 100% IMO, ça va être un peu sur un chemin de vie. Parce que tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, quand on papotait, tu m'as dit aujourd'hui, je suis foncièrement heureux, j'ai la vie que je voulais avoir, et je l'ai. Et tu disais que ce n'était pas le cas avant, et que donc là, tu l'as. Alors, avant justement de voir un petit peu comment t'es arrivé là, parce que ça n'a pas été simple, il y a eu des choix à faire, des prises de décision. Est-ce que tu peux déjà te présenter en une petite minute? Qui es-tu, Tony? Bon, moi je m'appelle Anthony Poncet, tout le monde m'appelle Tony. Je suis né en 1981, tu vois, le 30 décembre, juste avant le gong de la fin d'année, retardataire un peu. Et aujourd'hui, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai été salarié seulement 7 mois dans ma vie. Et entrepreneur malheureux avant dans les travaux publics. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur heureux, on peut dire multi-entrepreneur, investisseur, auteur de livres maintenant, podcasteur. Ça, c'est vraiment ma grande passion. Et c'est déjà pas mal. Ouais, créateur de contenu. Tu crées beaucoup. Il me semble que dans un de tes podcasts, tu disais que c'est 70% de ton temps, c'est de la création. T'avais dit quelque chose comme ça? Ouais, aujourd'hui, c'est presque ça. Vraiment, je dois passer 70% de mon temps sur la création de podcasts, de contenu, d'événements pour les investisseurs. Et 30% du temps, c'est mes autres activités. Ouais. Est-ce que tu aurais pu penser un jour que tu pourrais dire que ton temps passerait à 70-80% de ton temps à créer quand tu reviens à tes 20 ans? Est-ce qu'on est, on est là-dedans? Non, et pourtant j'en rêvais. J'en ai rêvé des années de faire ce qu'on fait là, de tout ça. Et je savais qu'un jour ça serait possible. Je l'avais dans un coin de ma tête. Mais il fallait peut-être attendre un déclic pour que les choses elles changent et que j'embrasse vraiment tout ce que je fais aujourd'hui. Bon, on va revenir sur comment t'es arrivé là, parce que je sais que moi, quand je t'entends, et même dans l'énergie que tu dégages, j'ai l'impression, alors ne vois pas ça comme quelque chose de péjoratif, mais de voir un vieux sage. Ça fait plaisir. Mais vraiment, t'es d'une sagesse
incroyable. C'est ce que je ressens absolument. Et tu vois, je sais que là, il va falloir que je minute. Et d'ailleurs, habituellement, j'ai toujours une heure qui est derrière la personne. Mais là, je vois que je n'ai pas de pendule. Donc, en live, je mets ma montre pour parce que justement, le problème, c'est qu'on pourrait passer. Enfin, moi, je sais qu'avec toi, ça peut être 3 heures. Donc, on va tenter quand même de rester raisonnable. Mais donc, j'ai envie que tu me racontes un petit peu tout ton parcours. Toi, à 20 ans, t'étais où? Et même avant, t'étais quel genre de petit garçon ou d'adolescent? Qu'est-ce qui te faisait rêver à l'époque? Oh là là, quand j'étais un petit garçon très turbulent. Si tu écoutes ma mère, je grimpais au rideau, je faisais n'importe quoi. Mais elle m'a dit très turbulent, mais toujours très franc et toujours honnête, tu vois. C'est ce qui me caractérisait. Elle revenait, j'avais tout cassé, mais tu vois, je disais pas que c'était le chat. Je disais que c'était moi. J'avouais direct. Un hyperactif? Bah peut-être, tu vois, à l'époque. Je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, j'étais tu vois, plutôt bon élève, plutôt consciencieux, et quand même assez stressé, tu vois, déjà enfant. J'avais toujours la conscience d'avoir les bonnes notes. Je voulais beaucoup faire plaisir. Ne pas décevoir mes parents. J'étais un petit garçon assez actif, mais ouais, un peu stressé quand même, tu vois. Toujours traîner ça. Et qu'est-ce que tu as voulu faire du coup à l'adolescence? Tu savais un peu l'idée de la vie que tu avais envie? J'avais plein d'idées. C'était assez compliqué parce que je voyais défiler les années, tu vois, quand j'ai eu le bac. C'est là où j'ai peut-être le plus stressé de ma jeunesse. J'avais plein de potes, j'adorais ma vie, l'adolescence ça a été génial, le lycée ça a été génial, mais la fin du lycée, fallait choisir une orientation. Et vraiment, il n'y avait rien qui me faisait rêver à l'époque. C'est ça qui était un peu compliqué, c'est que le seul rêve que j'avais concrètement, c'était qu'on me foute la paix et tu vois, d'avoir une vie où je me sentirais libre en tout cas. C'était vraiment mon seul souhait au final. Je suis allé dans les sciences parce que j'aimais bien les sciences, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, ça me passionne toujours aujourd'hui, j'aime toujours les sciences. Mais sans grande conviction, quoi. Et je me suis dit, je verrai bien où ça me mène. Dans ma tête, je me disais, pour avoir la paix, il faudrait que je sois patron, quoi. Parce qu'au moins, c'est moi qui décide et personne ne me dira ce que j'ai à faire. Mais j'avais pas vraiment de passion, tu vois, rien qui ressortait à l'époque. Et du coup, vers quoi tu t'es dirigé? Tu vois, mon père était entrepreneur de travaux publics, mon grand-père faisait déjà ça. Et mon père me disait, ne viens pas dans mon métier, c'est trop compliqué, ça va te gonfler, fais autre chose. Et il n'a pas essayé de te mettre dans cette case-là, en tout cas, pas ou de vraiment. te mouler à sa façon? Non, pas du tout. Et du coup, je me suis dit, je vais partir dans des études de sciences, je verrai bien. J'ai fait un IUT de mesure physique, donc tu apprends à utiliser des appareils de mesure. C'est très technique, ça me passionnait pas beaucoup. Et quand j'ai terminé mon IUT, j'ai voulu encore continuer les études. Et j'ai fait licence et maîtrise, pareil, toujours dans les sciences, dans le plastique. Et après, je suis parti en école d'ingénieur. J'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur, pas très loin d'ici, puisque là, on est à Lyon, tu vois. J'étais à Villeurbanne, à l'INSA, à quelques minutes d'ici. Et là, j'ai vraiment vécu peut-être mes 2 plus belles années d'études. Où on était sur un campus qui était génial, on avait des profs qui étaient incroyables. Et on faisait des sciences. Franchement, à cette époque-là, je vivais vraiment ma meilleure vie. J'étais trop bien, en blouse de scientifique, on faisait des trucs vraiment trop cool. Tu vois, on apprenait à faire décoller des fusées. Et en fait, quand je me suis retrouvé à bosser, ça a été la douche froide, quoi. Parce que les boulots qu'on me proposait, N'était pas à l'image de ce que tu avais en tête? Non, vraiment pas du tout. Je me rêvais, tu vois, en scientifique ou vraiment à développer des trucs, faire de la recherche. Et en fait, je rêvais un peu. Et les boulots que j'ai découverts derrière, c'était pas du tout ça. Donc déjà, j'ai mis du temps pour trouver du travail. Et puis, il faut dire que je suis parti vivre 1 an en Écosse après mon diplôme. Et ça, tu vois, c'est encore un mal bien français. Parce que j'ai voulu prendre une année sabbatique. Je suis parti vivre 1 an en Écosse. Et ça a été mal vu quand t'es revenu? Complètement. On me demandait qu'est-ce que c'était ce trou d'1 an dans mon CV, quoi. C'est quoi ces vacances? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 1 an? Et c'est vrai que pendant 1 an, j'ai enchaîné des petits boulots, tu vois. J'ai fait je prenais des pannes pour les distributeurs automatiques de billets, tu vois. Dans un centre d'appel, j'ai fait beaucoup ça. J'ai corrigé des jeux vidéo, tu vois, des traductions de jeux vidéo en français. J'ai fait barman, j'ai fait pizzaiolo, j'ai fait plein de trucs. Ouais, t'as fait plein de trucs. J'ai adoré. C'est une année géniale, quoi. Et je suis rentré au mois de juin de l'année d'après. Tu vois, je suis parti de septembre à juin.
Et là, j'ai commencé à chercher du boulot. J'ai mis 6 mois pour trouver du boulot. Et il y a une seule boîte qui a vu mon année en Écosse comme une qualité, parce que j'avais fait l'Australie, l'Angleterre, l'Écosse, et à l'entretien, ils m'avaient demandé de faire les différents accents anglais, et je leur avais fait un peu des accents anglais, ils avaient rigolé, et ils avaient vu que je parlais vraiment bien anglais, du coup, en tout cas à l'époque, parce que maintenant je le parle toujours bien, mais je pratique beaucoup moins, et ça leur avait plu, et donc du coup j'avais eu le poste. Mais ça a été tous mes entretiens, ça a été des fiascos, quoi. C'était incroyable. Donc c'est là où tu t'es retrouvé salarié. C'est ça. Pas longtemps, a priori. Non, pas longtemps. Pas longtemps, parce que entre pareil, ce qu'on m'avait vendu et le boulot, j'étais ingénieur de production dans une usine qui fabrique de la laine de roche. Donc pour nous, investisseurs, tu vois, aujourd'hui j'en pose de la laine de roche de cette marque. C'est rigolo. Mais comment dire, moi tu vois, je suis plutôt un peu hyperactif quand même, tu dois pas avoir tort. J'aime bien avoir des projets. Et là-bas, d'ailleurs, quand j'ai quitté la boîte, il m'avait dit on cherchait quelqu'un d'entreprenant et on s'est pas trompé, mais vous étiez trop entreprenant. C'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que je m'ennuyais, j'avais des très bons retours de ma hiérarchie, j'étais très content. Mais voilà, je faisais aller les tâches assez rapidement et j'avais besoin d'aller vite, de faire plein de choses. Je voulais diriger, je voulais avancer, je voulais avoir du management. Et on me faisait comprendre que c'était long, qu'il y avait des échelons à gravir, qu'il y avait d'autres gens qui étaient là avant moi et que je voyais qui, moi, me paraissaient moins compétents que moi. En tout cas, avec le recul, c'était sûr. Ouais. Mais c'était d'abord eux. Et je me suis rendu compte que ça allait être long de faire une carrière là-bas. Et tu as décidé de prendre ta liberté, du coup, à ce moment-là? Et en fait, si tu veux... je vais partir moi-même entreprendre? Et à la fois, et ça s'est fait en fait en peu de temps, parce que à la fois, j'avais envie de faire autre chose, mais je savais pas quoi. Et surtout, je me disais, j'ai galéré pour trouver du boulot, et là, j'ai trouvé ça, donc qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, un jour, à un repas de famille, tout simplement, mon père discutait. Puis il me dit, j'ai envie de reprendre une société de travaux publics sur Lyon. On en avait déjà une près de Saint-Étienne, enfin, l'entreprise familiale. Et il me dit, j'ai besoin de chercher quelqu'un pour s'en occuper. J'aimerais bien développer, trouver quelqu'un qui part à la retraite. Il y a du travail sur Lyon, ça serait bien. Ça nous permettrait aussi de faire travailler l'entreprise de Saint-Étienne, des fois d'y aller. Et en fait, je lui dis, vas-y, moi je suis chaud, j'y vais. Et là, il me dit, non, mais toi, t'es ingénieur, maintenant, t'as fait tes études dans les sciences, t'as trouvé un bon boulot. Et puis là, je lui dis, non, en fait, c'est pas du tout comme j'imaginais, quoi. Ça me plaît pas, et je dis, je serais vraiment content de faire autre chose, en fait. Et on s'est mis en quête d'une entreprise, et on a trouvé, ça s'est fait en très, très peu de temps. En moins de 6 mois, on avait trouvé l'entreprise, on l'avait rachetée, et je quittais mon travail pour en prendre la direction. D'accord, ok. Donc c'est là, t'étais ton propre patron assez jeune finalement. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. 25 ans, dans la sphère familiale. Oui. Qui t'avait donné cette opportunité. En tout cas, vous connaissiez le métier dans la famille. Exactement. Si tu veux, moi je le connaissais puisque j'ai fait tous mes jobs d'été dans les travaux publics. Tu vois, depuis mes 13 ans et demi, j'étais sur les chantiers. 1 mois tous les étés. Puis c'est une entreprise que je connaissais bien parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Après... j'ai appris le métier quand même à la dure parce que la technique du métier, je l'ai appris vite. Après, normalement, c'est le propre d'un ingénieur, c'est de savoir apprendre quand même assez vite. Mais j'en ai chié que j'avais sous-estimé l'ampleur de la tâche quand même. Parce que tu te retrouves projeté à 25 ans. Donc, j'étais associé en famille avec ma tante et mes oncles qui avaient déjà l'entreprise de Saint-Étienne. On s'est retrouvés associés ensemble. J'ai pris la direction de cette agence. Et quand tu reprends la direction, tu gères des gens qui ont 45, 50 ans. Toi, tu en as 25. Ça a été un peu compliqué. Mais j'ai fait ça pendant presque une douzaine d'années. Et j'ai beaucoup aimé quand même ce métier. J'avais vraiment beaucoup de liberté. Parce que, tu vois, moi qui n'aime pas rester enfermé dans un bureau, j'avais ma voiture, j'allais voir les chantiers. J'ai appris énormément, que ce soit sur la gestion d'une entreprise, la gestion de stock, la gestion humaine. Et c'est un métier avec des très faibles marges. Donc, j'ai aussi appris la valeur, tu vois, de l'argent dans ce genre de business. Par contre, c'est un métier qui m'a usé, quoi. Beaucoup. Pendant combien d'années? 12 ans presque. En tout, 12 ans, ouais. 12 années. 12 ans où tu bosses à fond, j'imagine. Ouais. C'est le quotidien, c'est boulot, peu de vacances. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, si tu veux.
Les travaux publics, c'est un métier où il faut être de bonne heure au bureau, donc 6h15 le matin. Puis moi, j'avais la bonne idée d'être resté habité à côté de Saint-Étienne, donc 1 heure de route tous les matins pour venir travailler. Donc je me levais à 4h45, tu vois, comme avant le chant du coq. Et ensuite, tu as une grosse présence au bureau, puisque les premières années, à la fin, j'ai réussi à beaucoup alléger mon emploi du temps. Mais les premières années, on partait quand le travail était fini, donc 18h30, 19h. 1 heure de trajet retour et 20h à la maison, quoi. T'étais heureux ? Alors, non, clairement, non, j'étais pas heureux. Je me disais, j'étais content d'être patron. Les projets qu'on faisait étaient intéressants, mais les premières années, oui, parce que on a eu la crise des subprimes très rapidement. On a racheté en 2007, on l'a eu en 2008, et ça s'est vraiment senti dans le monde des travaux publics, avec une baisse des prix, et ça a été compliqué de faire remonter ces prix-là. Donc la première année, c'était vraiment chouette. J'apprenais beaucoup, je m'éclatais vraiment. Les autres années ont été assez difficiles. Et après, à partir de 2016, là, j'avais atteint mon indépendance financière. Et les 2-3 dernières années, on va dire, étaient plus faciles, parce que j'avais moins de pression. Du coup, quand tu parles d'indépendance financière, qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette indépendance financière ? Si tu veux, c'est quand j'avais cette boîte, je gagnais plutôt très bien ma vie, on va dire. Et j'ai toujours eu le sentiment que, comme les marges étaient faibles, de temps en temps, on avait des clients qui avaient des retards de paiement, et je me rendais compte que finalement, notre trésorerie n'était pas extensible, et qu'il y a eu des fois où, pour sortir les salaires des salariés, par exemple, j'avais une journée de retard, à cause d'un règlement client qui n'était pas rentré. Et ça m'interrogeait, je me disais, mais voilà, on a un business model qui fait qu'il y a peu de marge, il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable dans les rouages. Si tu n'es pas tout le temps sur la brèche pour relancer tes clients, pour avoir tes nouveaux chantiers qui arrivent, c'est compliqué. J'avais ce sentiment-là de me dire, un jour, si quelqu'un te plante, mais comment tu vas faire ? Peut-être que ça s'arrêtera. Donc, je me suis toujours dit, il faut que j'épargne un maximum. Donc, je gagnais plutôt bien ma vie, et j'ai gardé mon train de vie de mon premier boulot. Voilà, dans mon premier boulot, je gagnais 1 800 €. Ouais. Et je me suis dit, et je mettais 300 € de côté, et je me suis dit, faut faire tous les mois avec 1 500. Et tout le reste, tu le places, tu l'investis. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, tu as commencé à investir finalement ton argent. Vraiment très rapidement. Ouais. Déjà mes salaires à partir de 2008. Quand tu parles d'investissement, c'était de l'investissement en bourse ou dans l'immobilier ? Alors, j'ai vraiment fait les deux, si tu veux. Je mettais tous les mois une partie en bourse sur des ETF, ce que je fais encore aujourd'hui, tu vois, depuis 2008. Donc, ça va faire bientôt 15 ans. Mon Dieu. Incroyable. Ouais. Tous les mois, je faisais ça. Donc, j'ai eu la chance de commencer d'investir juste après la crise des subprimes en 2008, donc au plus bas. Ouais. Tous les mois, une partie de mon salaire. Et l'autre partie, je la mettais de côté pour faire des apports, pour investir dans l'IMO. Et j'ai commencé par un premier immeuble que j'ai acheté avec des associés de 9 appartements. Ouais, t'as pas commencé petit, hein ? Non, finalement. Non, mais... Parce que là, parce que forcément, là, les gens qui m'écoutent, moi, c'est vrai qu'on s'est connus parce que je faisais de l'immobilier. Et je crois que quand on fait de l'immobilier, très vite, on peut parler d'investissement et de différents investissements. Ça va d'un appartement à du locatif à l'année, une colocation. Et ça peut aussi être des immeubles. Mais les personnes qui sont pas forcément, on va dire, proches de l'IMO, quand on parle d'immeubles, ça peut vite faire peur. Alors qu'on sait, on sait. Il se trouve qu'il y a des immeubles qui coûtent moins cher qu'un appartement à Paris. Ouais, bien sûr. C'est remettre aussi dans le contexte que c'est une stratégie d'investissement qui n'est pas toujours aussi, on parle d'immeuble, mais c'est pas 2 millions d'euros l'immeuble. Non, pas du tout. Tu vois, pour parler de chiffres, celui-ci, il y avait 9 appartements et on l'a acheté 450 000 €. Donc ça fait 50 000 € l'appart, tu vois. C'était des apparts en moyenne qui devaient faire 60 mètres carrés à l'époque. Ouais. Donc oui, on était à moins de 1 000 € du mètre carré. Mais bon, ça n'a pas été une excellente affaire. J'ai eu beaucoup de soucis sur cet immeuble. Toutes les erreurs de jeunesse qu'on pouvait faire, je les ai faites dessus. Donc voilà, mais je l'ai gardé 12 ans puisque je l'ai revendu en 2020, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça a été mon premier achat. Et après, j'ai ça m'a permis de beaucoup apprendre sur la gestion locative, surtout. À l'époque, tu vois, quand on remet dans le contexte, j'ai acheté en 2008, il n'y avait pas du tout toutes les chaînes internet qu'il y a aujourd'hui, tous les bouquins.
il y avait rien, quoi. Il y avait presque rien. Mais je dirais même que dans n'importe quel domaine, aujourd'hui, on peut tout apprendre quand on veut. Donc là, on parle d'immobilier. Effectivement, aujourd'hui, il y a 10 000 façons d'apprendre l'immobilier. Bien sûr. Et il y a 10 000 façons d'apprendre tellement de choses, quoi. Carrément. Mais aujourd'hui, c'est merveilleux pour ça. On n'a plus cette excuse-là de dire je sais pas faire. On peut se former absolument sur tout. Ouais. Ça, c'est fantastique. Donc du coup, là, tu continues à investir après, ouais, après c'est celui-là ? En même temps que j'avais mon travail, je me suis trouvé cette passion pour l'IMO. Donc derrière, j'ai fait construire un deuxième immeuble de 8 appartements, cette fois-ci. Ouais. Donc là où j'ai bien plus analysé les choses et où vraiment j'ai évité beaucoup d'erreurs. Ça a été un très très bon investissement, celui-ci. Aujourd'hui, je l'ai revendu à la découpe. Il me reste plus que 2 appartements sur les 8. Et ensuite, j'ai fait construire, j'ai acheté un appartement en diffus. J'ai fait construire une maison dans le sud avec 2 appartements en location. Et la maison, je la faisais tourner en LCD. J'ai fait ma première résidence principale. Un accro de l'immobilier quand même. Ouais, hein. C'est-à-dire que tu es dans le bâtiment, tu connais ça aussi. J'imagine que ça te rassure. Tu es dans un milieu où tu connais les travaux. Ouais. Donc est-ce que pour toi, ça t'a semblé être plus facile finalement de te lancer dans de la construction ? Mais c'est exactement ça. Parce que si tu veux, le premier bien, j'avais acheté dans l'ancien. Et j'ai eu tellement d'erreurs, tellement de soucis. C'est un notable de ma ville qui le vendait, quelqu'un qui était assez connu, et donc j'ai eu un petit biais en me disant que ça pouvait être que quelqu'un de bien qui me vendait cet immeuble. Et en fait, il y avait beaucoup de vices cachés. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui. J'avais pas le recul à l'époque, mais j'ai eu des énormes problèmes de plomberie, d'électricité, et je me suis remis à refaire des travaux au fur et à mesure. Et j'ai eu un peu le fait d'être vacciné contre l'ancien à l'époque. Je me suis dit mais il y a trop de problèmes dans l'ancien, je vais faire du neuf. Ouais. Aujourd'hui je refais de l'ancien, mais je le fais différemment, mais le neuf m'a paru beaucoup plus simple parce que comme j'étais dans les travaux publics, c'est pas vraiment du bâtiment, c'est tous les extérieurs, mais je connaissais beaucoup d'entrepreneurs, des maçons, des carreleurs, des électriciens, des plombiers, des plaquistes, et ça m'a paru plus simple de me dire mais au moins ça sera tout neuf et j'aurai des garanties décennales et j'aurai pas de problème. Donc j'ai fait comme ça. Ouais, mais là, tu vois, quand on imagine quand même ton quotidien, hein, c'est-à-dire que tu es chef d'entreprise, à côté tu fais des investissements, ça prend du temps. C'était quoi ton quotidien ? Enfin, t'avais le temps de rien ? Enfin, t'avais le temps de respirer à certains moments ? Non, d'ailleurs ça a mal fini. Hein. Mais si tu veux, je me disais qu'il fallait absolument que je me trouve une porte de sortie. Les premières années, je me demandais combien de temps j'allais réussir à faire ça. Et vraiment rapidement, peut-être, j'ai du mal avec les dates aujourd'hui, mais à partir de 2012, où j'avais déjà commencé d'investir, je me suis dit, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Je ne peux pas finir à 60 ans comme ça, quoi. Et à l'époque, je n'avais pas de cash flow sur mes biens, si tu veux. Je faisais des crédits sur 15 ans, j'étais en cash flow négatif, et moi, je mettais de mon salaire tous les mois pour combler et pour payer le prêt. Le prêt, et je me disais, mais je ne savais pas qu'on pouvait être en cash flow positif comme je le fais aujourd'hui sur de la LCD ou des choses comme ça. Location courte durée. Oui, location courte durée pour Airbnb, voilà. Booking. C'est ça. Mais donc j'essayais d'aller le plus vite possible et je pense que c'est vraiment vers 2012 où j'avais 31 ans où je m'étais dit j'arrêterai ce boulot avant mes 40 ans et je veux prendre ma retraite à 40 ans. Je m'étais dit ça. Je savais même pas comment j'allais faire ou comment je pouvais faire, mais je me disais à 40 ans, je serai à la retraite, ou au moins en tout cas à la retraite de ce boulot-là, quoi. Et voilà. Et donc j'ai enchaîné comme ça, mais mes journées, à quoi elles ressemblaient ? Si tu veux, aller au boulot le matin, arriver à 6h15, je travaillais à peu près 3 quarts d'heure, mes gars arrivaient à 7h du matin. Donc de 7h à 8h, ils partaient sur les chantiers, on donnait des consignes. Ensuite, c'est là où j'avais vraiment une fenêtre de tir entre 8h30 et 11h du mat, où j'avais un peu de temps le matin. C'était assez calme, et là j'arrivais à travailler sur mes projets, à bosser dessus, et après à partir de 11h du matin, j'attaquais ma tournée de chantier, donc j'allais voir mes gars sur les chantiers, comment ça se passait. Je faisais aussi mes réunions de chantier. J'essayais toujours d'être au bureau pour 4h de l'après-midi, pour que quand ils reviennent, on puisse débriefer les journées. 5h de l'après-midi, il n'y avait plus personne. Ensuite, on retravaillait 2 heures au calme. Puis à 7h, je rentrais à la maison et voilà. Ouais, en grosse journée. Et que tu dis que ça s'est fini mal, c'est-à-dire ? J'ai fait un premier burn-out en 2012. T'avais quel âge ? J'avais 31 ans, ouais. Ah oui. Ouais.
J'ai fait un premier burn-out et j'ai pas compris ce qui m'arrivait du tout. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un premier burn-out comme ça? C'était le déménagement de ma sœur. Donc, on faisait un déménagement. Elle avait fait construire sa nouvelle maison. Et le matin du déménagement, je me suis mis à pleurer un matin. Tu vois, j'étais triste. J'avais qu'envie envie de pleurer. Et truc qui m'arrive jamais, quoi. Et à l'époque, j'étais encore avec la mère de mes enfants. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas normal. T'es jamais comme ça. Et donc, j'ai fait mon déménagement et toutes les demi-heures, j'allais aux chiottes pour chialer un coup. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Le dimanche, pareil. Ouais. Et je me dis, mais moi, j'avais l'impression de sauver le monde, tu vois. J'avais mon entreprise, je courais partout, je faisais mes invests. À ce moment-là, je faisais construire le 2e immeuble, on n'arrêtait pas. Et le lundi, je suis allé voir mon toubib pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Et il m'a dit, mais en fait, vous faites un burn-out. Je dis, mais c'est-à-dire? Il me dit, vous êtes en surmenage, voilà, vous en faites trop et nerveusement, vous êtes en train de craquer. C'est fou parce que dans ce que tu dis, j'ai le sentiment que tu étais dans le faire, mais tu n'étais pas dans l'être. Ah, mais c'est sûr. Ouais. Tu faisais un tas de choses, mais par contre, t'écouter, il semblerait que tu ne t'écoutais pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, je mettais tout sous le tapis parce que si tu veux, cette boîte, on l'avait achetée, si je te dis pas de bêtises, plus de 2 millions d'euros, 2 millions 100 à l'époque. Et on a pris cette crise des subprimes 1 an après. Tous nos prix ont baissé. Et donc, je remboursais un très gros crédit. On remboursait plus de 35 000 euros par mois. Et là, en 2012, on ne pouvait plus faire face aux échéances aussi grosses. Donc, on avait emprunté l'entreprise sur 7 ans. On a relissé le crédit pour passer sur 11 ans, ou sur 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. 3 ans, on a rajouté donc 10 ans. Et en fait, je ne pouvais pas me poser cette question. Parce que je me disais, mais il y a les traites qui arrivent tous les mois. C'est comme si j'avais signé un truc avec mon sang, tu vois. Tu te dis, j'ai une dette qui est énorme. Alors, on était 5 à la payer, on était 5 associés, mais quand même, c'était moi le chef du truc, tu vois. On comptait sur moi. Et donc, si je m'arrêtais pour vraiment me poser cette question-là, la réponse, si je m'offrais la réponse que je pouvais arrêter, je fissurais toute cette carapace, toute cette histoire, tu vois. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter pour me poser cette question. Donc, je me disais... Tant que ça tient, tant que je m'en sors, tant que j'y arrive, il faut que je continue. Il faut que je capitalise sur aussi ce que je gagne et peut-être l'image que ça donnait aux banques à côté, de chef d'entreprise, pour construire mon futur, quoi. Quand tu dis que tu as fait un premier burn-out et que tu en as fait un deuxième? Ouais. Là, si tu veux... Donc, la première fois n'a pas suffi. Il a fallu une deuxième. Combien de temps plus tard? En 2000, alors à cheval entre 2015 et 2016. Ça devait être décembre 2015. C'est quelques années plus tard, quand même. Ouais, quelques années. Si tu veux, là, en gros, le docteur m'a dit, vous faites du surmenage en 2012. Il dit, la solution, c'est il faut que vous vous reposiez, il faut que vous preniez du temps pour vous. Donc, il me dit, il faut que vous preniez vos mercredis après-midi. Commencez par là. Et j'ai dit, ok. Donc, j'explique à mes autres associés. Je dis, le mercredi après-midi, il faudra quelqu'un pour me remplacer parce que j'ai fait du surmenage, je rigolais en le disant, j'y prenais pas au sérieux, tu vois. Mais je dis, il faut me remplacer, quoi, parce qu'apparemment, sinon, un jour, je vais péter un plomb. Et j'ai pris du temps avec mes enfants le mercredi après-midi. Les premiers mercredis après-midi, ça me semblait tellement dingue que j'avais toujours mon téléphone et je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je devrais être au boulot, c'est n'importe quoi d'être au parc avec ses enfants. Ça a fait 2 mercredis. Au 3e mercredi, j'ai dit, c'est merveilleux, en fait, c'est trop bien d'être le mercredi après-midi avec ses enfants. C'est fantastique. Et donc... je me suis dit, je ne dois plus me passer de ça, quoi. Et ça m'a donné vraiment du baume au cœur. Et c'est vrai que de ne plus travailler juste une demi-journée par semaine a permis tu vois, le bouchon de la cocotte minute, de le faire un peu souffler, tu vois. Ouais. Et par contre, quelques années plus tard, des invests plus tard, une séparation aussi de la mère de mes enfants qui forcément, psychologiquement, c'est pas les moments où tu es le plus fort. Et surtout, un problème de santé. Le premier vrai problème de santé de ma vie, en fait, qui a aussi bien fissuré cette armure. J'ai fait des hernies cervicales. À force d'être tout le temps en voiture pour aller sur mes chantiers et puis rouler, faire toute cette route, la mauvaise position, j'ai développé des hernies qui ont été un vrai handicap, où je prenais beaucoup de cachets, de la cortisone, du Valium, du diazépam, tu vois, pour détendre les muscles. Et c'est un kiné qui est d'ailleurs à 2 rues d'ici qui m'a sauvé la vie. Beaucoup de souvenirs en revenant faire cette interview ici. Incroyable, c'est incroyable. Exactement. Et ce kiné-là m'a énormément aidé. Et je faisais entre 3 et 4 séances par semaine pendant 1 mois et demi.
Et c'était soit ça, soit j'avais une opération. Et à l'époque, c'est un ami médecin du sport qui me suivait. Et j'ai rencontré le chirurgien pour l'opération éventuelle. Donc c'est un truc, c'est hardcore. Hein. Il m'a expliqué qu'il passait, tu vois, par devant, hein, derrière, pour opérer tes hernies. Et il m'a dit, à l'époque, il y a quand même, il faut que vous le sachiez, 5% de chance que... Alors il m'a dit, d'abord, il y a 30% de chance d'aucune amélioration. Je dis, ah bon. Il me dit, il y a 5% de chance de tétraplégie. Il dit, si on touche quelque chose, il faut que vous le sachiez et vous signerez des décharges. Il y a toujours ça. Et là, tu te dis, c'est pas possible que mon travail m'ait conduit à cette situation-là où je lance une pièce, quoi, et puis il y a une chance sur 20 que je me retrouve en fauteuil roulant parce que j'ai trop tiré sur la corde. Et là, ça te fait comprendre quelque chose, ça, dans ta vie ? Complètement. Il y a vraiment un avant et un après. Où là, si tu veux, c'est la santé, tu vois. Donc, et je me dis, puis à cette époque-là, en 2016, j'ai 35 ans. Je me dis, si à 35 ans, je suis foutu, à 70, à quoi je vais ressembler, quoi. Et je me dis, c'est pas possible. Et là, quand le kiné, les premiers temps, c'est une méthode qui s'appelle la méthode McKenzie. C'est des mouvements que tu fais avec ton cou pour résorber les hernies. Et vraiment, c'était le truc de la dernière chance, quoi. Et la première séance me fait des douleurs atroces, mais à la fin de la séance, je sens un mieux. Et je me dis, mais si je m'accroche, peut-être que ça ira mieux. Et au bout d'un mois et demi de kiné, je suis guéri, en fait, sans opération. Donc avec toujours des petites douleurs résiduelles. Aujourd'hui, j'ai de la chance, j'en ai plus aucune. Et se sont vraiment résorbées. Mais je me suis dit, je l'ai pris comme une chance, quoi. Et je me suis dit, maintenant, je démarre le compte à rebours et je me tire, quoi. Je change de boulot, j'arrête. On est en mars 2016, tu vois, début 2016. Je me dis, je lance le compte à rebours et dans 2 ans, faut que j'ai changé de vie. Je peux pas durer comme ça. C'est ce qui s'est réalisé ? J'ai mis 2 ans et demi, mais ouais, c'est ce qui s'est passé. Fin 2018. Est-ce qu'en 2016, tu n'aurais pas pu déjà quitter ton boulot de par tes investissements boursiers ou immobiliers ? Si, ça aurait été moins confortable qu'en 2018, mais ça aurait été déjà possible parce que j'avais déjà atteint mon indépendance. Ce que je rentrais en loyer, de mes loyers nets et la bourse, était équivalent à mon salaire de l'époque. Ça devait faire un peu plus de 4 000 € par mois. Donc j'aurais pu arrêter. Mais le problème, c'est quand tu travailles en famille, moi la loyauté, elle est un peu au top de mes priorités. Et je ne me voyais pas abandonner tout le monde. Et à cette époque-là, il restait encore 1 année de crédit pour terminer de solder la société. Et donc, je me suis dit, mon contrat moral me pousse à aller jusqu'au bout avant de dire à tout le monde que je veux partir, quoi. Et ensuite, ça a été... quand tu travailles en famille, moi, ça a été difficile pour moi d'arriver à faire comprendre que je voulais arrêter. Mais je le dis toujours, quoi. Qu'est-ce qui était le plus compliqué ? Pourquoi c'était si compliqué d'arrêter ce travail en famille ? Il y a des barrières que tu te mets dans la tête, déjà. De dire que tu vas froisser tout le monde, que tu peux pas abandonner les autres, que le bien commun est plus important que ton bien à toi. Est-ce que c'était si vrai que ça ? Non, bien sûr que non. Non, c'est pas vrai. Et je dis souvent, mais la liberté, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se prend. Tu vois, il y a un moment où c'est à toi de t'imposer, de la prendre. Et ça n'a pas été facile quand j'ai vraiment expliqué que maintenant, j'ai laissé un ultimatum de 6 mois. J'ai dit, dans 6 mois, à compter d'aujourd'hui, je m'en vais, je pars. Ça n'a pas été facile à faire comprendre et ça n'a pas été très bien compris. Mais tu vois, après, le temps, il fait son œuvre. Et aujourd'hui, avec les membres de ma famille à qui j'étais associé, ça se passe super bien et tout le monde comprend mon choix. Et avec le recul, tout le monde se dit, mais c'était évident, quoi. Pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, tu vois ? Et quand tu quittes comme ça ton boulot, parce que tu peux vivre du coup d'une certaine liberté via ce que tu as construit, hein, parce qu'on le voit que tu l'as vraiment... Les choses ne sont pas arrivées par hasard, ça s'entend vraiment très bien, tu l'expliques, il y a eu beaucoup de travail. Maintenant, tu quittes ton boulot, qu'est-ce qui se passe ? Parce que, ok, très bien, tu n'as plus de boulot, tu as du temps pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de créer ? Est-ce que justement, il y a une sorte de page blanche qui est là et qui t'ouvre à toute la créativité que tu peux exprimer ? Si tu veux, c'est vraiment ça. Mais alors, au début, il y a surtout beaucoup de fatigue, tu vois. Et puis, je suis parti en même temps que mon cousin, qui est aujourd'hui mon associé, mon cousin Germain, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui travaillait déjà avec moi dans cette entreprise. On a 7 ans d'écart. Et lui, il rêvait qu'on crée une société ensemble. Et c'est vrai que quand j'étais dans ma boîte de TP, je travaillais exclusivement pour des aménageurs lotisseurs.
des gens qui faisaient ce que je fais aujourd'hui, de la division foncière. Et moi, je leur faisais leur lotissement, en fait. Je leur faisais leurs travaux avec la pelleteuse, tout ça. Et c'est un métier qui me fascinait. J'en ai plusieurs qui sont devenus des copains avec le temps, qui m'ont formé à leur métier. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai passé beaucoup de temps avec eux à l'époque parce que je me disais que ce serait une bonne reconversion, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais mes 40 salariés, je galérais, j'étais tout le temps sous l'eau. Et eux, je les voyais arriver en Range Rover, juste un téléphone, un ordinateur, pas de secrétaire, juste un bureau des fois, un bureau à la maison. Et je me disais, mais ils ont un métier de rêve en fait. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même un peu vrai. Aujourd'hui que je le vis, pour moi, j'ai un métier de rêve, j'adore ce que je fais. Et je trouve que c'est un vrai métier de liberté. Et je m'étais dit, je le ferai, mais plus tard. Parce qu'au début, je voulais surtout me reposer. Je voulais juste rien faire au début, pour de vrai. Hein. Mais ça a duré 1 mois, quoi. Mais... Ouais. Ce qui est pas mal pour toi, j'ai l'impression. Oui. 1 mois en soi de repos. Ouais. Pour moi, c'est déjà pas mal. Mais vraiment, ouais, je me suis dit, ça a duré 1 mois. Hein. Mais le premier mois, j'ai vraiment profité de mes enfants, d'être à la maison, juste de recommencer à rêver un peu à des nouveaux projets, à des nouvelles choses. Et après, rapidement, on a créé notre nouvelle société d'aménagement foncier. Et je me suis lancé là-dedans en premier. Donc, Voilà. création de lotissement. C'est ça, création de lotissement. Et c'était vraiment chouette. C'était une belle aventure de redémarrer d'une page blanche, de rien du tout, sans pression financière. Et ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que en France, on a la chance d'avoir le pôle emploi. Tu vois, tout n'est pas une histoire d'indépendance financière parce qu'il y a des gens qui sont malheureux dans leur job et qui ne le lâchent pas. N'attendez pas d'avoir l'indépendance financière pour ces gens-là. On peut juste prendre le pôle emploi. 2 ans de pôle emploi, ça permet de se lancer dans quelque chose de nouveau, de créer quelque chose. Faut pas le voir comme profiter du système parce que vu tous les impôts que j'ai payés depuis 4 ans, j'ai largement remboursé mon pôle emploi. Mais je trouve que c'est un mécanisme qui est vraiment chouette et qui permet aux gens de se lancer. Bon, moi, j'en avais pas besoin, je l'ai pris quand même. Mais, oui, en plus, là, quand dans ce que tu dis, c'est qu'on est sur le fait que si, par exemple, des gens ne veulent pas faire de l'investissement, ils ont cette possibilité, en tout cas, de créer de la valeur autrement, de créer une entreprise, de monétiser une passion. C'est ça. Et d'utiliser justement Pôle emploi pour le faire, quoi. C'est ça. Moi, c'est sûr que j'avais pas ce compte à rebours-là parce que j'avais mon cash flow, j'avais mes invests qui tournaient. Donc, j'avais aucune pression financière. Mais le Pôle emploi, on démarre le compte à rebours pour 2 ans, mais ça permet vraiment de se lancer, de se reconvertir dans quelque chose qui nous passionne. Moi, autour de moi, j'ai vraiment plein d'entrepreneurs qui se sont lancés, qui réussissent, qui n'avaient pas l'indépendance financière au départ et qui ont commencé grâce à ça. Donc ça, c'est... En France, je pourrais faire une liste de tout ce qui ne va pas, mais ça va bien par contre, je trouve. Ok, donc là tu te retrouves avec ta société de lotissement. Ouais. Là-dessus, tu avais commencé le partage sur les réseaux sociaux à ce moment-là ? Non, en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai toujours rêvé de partager sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, pas sur les réseaux sociaux, mais sur les podcasts. J'étais un gros consommateur de podcasts. Dans mes dernières années de boulot, à partir de 2015, c'est mon quotidien. C'est dans ma voiture, je suis à peu près 4 heures par jour en voiture. J'écoute 4 heures de podcasts. Des podcasts sur l'investissement, sur l'immobilier, sur la bourse. Et des podcasts inspirants de gens qui parlent de liberté. Aujourd'hui, je suis un peu moins... J'ai toujours de l'affection pour lui, mais je suis moins proche de son discours actuel. Mais Jean Rivière, par exemple, qui partageait des podcasts sur la liberté, c'est quelqu'un qui m'a aidé à avoir cette vision-là, qui m'a donné de l'espoir, en fait. Vraiment. C'est un jour, si je le croise ou s'il écoute cette interview, on ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment donné de l'espoir. Et un deuxième qui m'a donné de l'espoir, qui était pourtant à l'époque très jeune, c'est Antoine BM, que j'aimais beaucoup. Ouais. Et j'ai eu la chance de passer aussi dans son podcast, enfin en interview avec lui. Et il m'a beaucoup inspiré sur la liberté, il en parlait très très bien. Et il avait un podcast quotidien à l'époque, et je savais que c'était mes 20 minutes où il allait m'emporter avec lui et me donner de l'espoir pour la suite. Et donc, j'avais envie, moi, à mon tour, un jour, de donner ça, si tu veux. Et on a rapidement, donc on a créé notre société. Et au mois de juin ou juillet, si je ne dis pas de bêtises, on a dû trouver nos 3 premières opérations. Et le banquier nous a dit, bon les gars, j'en finance 3. Maintenant, on se calme. Faites-les, ces 3 lotissements. Quand ils seront faits, dans 1 an, on se reparle. Et si tu veux, là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre maintenant, moi? Merde. Donc, à l'époque, j'ai acheté ma résidence principale, donc j'ai commencé à travailler dans ma RP
Mon associé est très bricoleur, donc il a acheté sa RP. Lui, il était très content. On a eu nos 3 premiers projets qui tournaient. Il a disparu dans sa résidence principale, mais en travaux. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, je me dis, mais il faut que je me trouve un os à ronger, quoi, quelque chose. Et là, je me dis, maintenant, j'ai vraiment le temps pour le coup et j'ai plus d'excuses. Donc, pourquoi pas lancer mon podcast, en fait ? Pourquoi pas partager ce que j'ai envie de partager depuis des années ? Alors, sachant que tu en as 2, là, c'était le tien. C'est ça. Donc, une vie de liberté. Ouais, une vie de liberté. Ok. Et ça se fait de façon assez simple. Et j'ai un ami qui est coach muscu qui s'appelle Rudy Koya, qui a une chaîne YouTube sur la muscu. On se connaît depuis des années par Internet, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de muscu et je le partageais sur un forum, mais en discrétion, quoi. Et Rudy, c'est quelqu'un avec qui je parlais et que j'aimais beaucoup. Et en fait, je l'ai contacté à cette période et je lui ai dit, voilà, je voudrais me lancer sur Internet. Toi, tu as un podcast. Tu es la seule personne que je connais d'Internet et qui vit d'Internet, ou en tout cas qui a du succès. Est-ce que tu peux m'aider ? Et il m'a dit, viens me voir chez moi à Annecy et on en parle. Donc j'ai pris ma voiture et j'ai passé une après-midi entière avec lui. Et il m'a fait un plan de bataille, en fait. Il m'a dit, voilà, si tu veux faire ça, il faut que tu achètes tel micro, une chaîne YouTube, ça se fait comme ça, un podcast, ça se fait comme ça. Et il m'a tout expliqué. Et quand je suis revenu, j'avais des étoiles plein les yeux et je me suis dit, mais allez, j'y vais, quoi. Et j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai acheté un micro et j'ai commencé à partager. Est-ce que tu as eu peur au début de partager ? J'ai l'impression que des gens peuvent se bloquer par moments sur faire quelque chose de nouveau en se disant qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et ce jugement puis la comparaison aussi. Est-ce que toi tu as eu peur au début ? Parce que là c'est vrai que c'est bien dans le sens que tu connais pas, du coup tu t'entoures de quelqu'un qui connaît. Oui. C'est quelque chose d'assez simple, mais je trouve que quand on débute quelque part, faut aller à la source. Ouais, et aller voir comment fait la personne, faire presque du mimétisme, recopier ce que la personne fait. Mais ensuite, il faut le faire. C'est et ça. est-ce que là, toi, tu t'es senti... t'as eu des peurs qui sont apparues ? La seule peur que j'avais, c'était de me filmer. Je voulais pas qu'on me voie. Alors, sur Instagram, je montrais pas mon visage, déjà, à cette époque. Je publiais déjà des posts, parce que j'avais repris mon Insta au mois de juillet. Et je publiais des posts sur l'immobilier, je montrais mes apparts, je montrais les maisons que j'avais fait. Mais que en écrit, quoi. En story, je montrais pas mon visage. Et quand j'ai démarré les podcasts, je me suis dit, ça serait quand même bien que je montre ma tête, juste pour qu'on voit qui c'est, mais je parle pas. Donc j'avais commencé à mettre 1 ou 2 photos de moi sur Insta. Et je me suis dit, surtout en vidéo, je veux pas, parce que puis j'arrivais du mal à être naturel devant une caméra. Enfin, ça me faisait peur. Et donc je me suis dit, le podcast, ça sera super. Il n'y a qu'un micro, il n'y a que du son, et ça sera génial. C'est un alternatif, en fait. Ouais. Et c'est plus difficile à développer, peut-être, de trouver son public, parce que les podcasts sont moins bien référencés. Ouais. Mais en tout cas, à cette époque-là, je regardais même pas ça. Je me disais, s'il y a 40 personnes qui écoutent, ça sera déjà incroyable, quoi. Et par contre, ça a été un bonheur, quoi. Vraiment un bonheur absolu. Quand j'ai enregistré mon premier podcast, quand je l'écoute aujourd'hui, je me trouve pas naturel, je me trouve nul. Mais par contre, on sent que c'est fait avec le cœur. Et ça te faisait du bien ? Ah, vraiment. C'était incroyable. Ça a été une sorte de thérapie pour toi de faire ce podcast ? Quand t'en parles, c'est un peu ce que... T'as eu un ou une psy dans ta vie ? Oh là là. Oui ? Si seulement c'était un. Ok. Ça m'aurait coûté moins cher. Parce que j'allais dire, ce podcast c'était un peu une thérapie si t'avais pas eu de psy, mais bon, si t'en as eu finalement. Non, alors les thérapies j'en ai fait beaucoup et jusqu'à il y a pas si longtemps d'ailleurs. Hein, et tu vois, j'exclus pas, parce qu'on n'est jamais arrivé dans la vie. Hein, et j'exclus pas d'un jour d'y retourner, tu vois. Mais les psys, j'en ai vu plusieurs, peut-être je sais pas 5 ou 6. J'ai pas une expérience incroyable avec les psys, même si ça m'a beaucoup aidé à des moments. Et après, j'ai vu des gens qui étaient psychothérapeutes et coach PNL. J'en ai eu 2, notamment. J'en ai une qui m'a énormément aidé. Elle n'exerce plus. Aujourd'hui, elle s'appelle toujours Sylvaine, mais elle n'exerce plus. Ouais. Mais qui est une personne fantastique, qui m'a énormément aidé à quitter mon job à l'époque. Et tu vois, et justement à passer au-delà de tout ce qu'on a dit,
le regard familial. C'est important ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que là, tu dis que tu as quand même été accompagné plein de fois. C'est-à-dire que les choses ne se sont pas faites non plus. Je suis seul contre le monde et je suis paumé. Je prends, enfin, je sais pas que je prends parce que tu les utilises pas, les gens, mais je vais chercher des conseils, je me fais accompagner pour passer, pour faire ces virages. C'est ça. Et pour oser, parce que justement, peut-être que oser, des fois, c'est dur de le faire seul. Donc, quelqu'un t'aide à oser. C'est ça. À deux. C'est pas quelqu'un qui le fait à ta place, mais c'est quelqu'un qui te tient la main, si tu veux. Ouais. Et donc, à l'époque, moi, je les voyais tous les 15 jours, 3 semaines. Et entre-temps, ben, voilà, j'ai noté mes questions, j'avais mes défis. Et j'étais toujours très proactif. En fait, je suis toujours très volontaire, tu vois. J'ai toujours envie d'avancer, mais je vois les blocages, je vois les choses. Donc, je vais avec mes questions et je dis, voilà, ben, je bloque là. Pourquoi je bloque là? Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et on décortique les situations ensemble, et puis ça va un peu mieux. Et puis après, je vais franchir un petit peu les paliers, tu vois, petit à petit. Je sais que la PNL a été important dans ta vie. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel regard sur le monde t'a apporté la PNL? Et est-ce que tu peux dire ce que c'est d'ailleurs? Oui, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ça a été inventé dans les années 70, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose qui est très très efficace pour s'offrir une nouvelle perception du monde. C'est aussi très efficace pour manipuler les gens et faire des mauvaises choses. C'est une arme vraiment à double tranchant. Après, la maîtriser, ça permet aussi d'éviter que des personnes mal intentionnées l'utilisent contre nous. Mais la PNL, c'est l'art de s'offrir une autre perception des choses, tu vois. Ça part du principe que ce qui t'arrive dans la vie, quelque part, c'est ni bien ni mal, c'est juste des faits. Et tu peux les voir avec des lunettes roses ou avec des lunettes noires. C'est toujours essayer de voir le verre à moitié plein. Et en fait, quand tu pratiques ça, quand tu t'essayes toujours dans la vie d'avoir une attitude mentale positive, même des pires trucs qui peuvent t'arriver, eh ben, tu pars toujours gagnant en fait. Tu attires du positif à toi. Et ça, la PNL m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé de ce point de vue-là. Tu as un exemple, peut-être même un exemple qui t'est personnel, en tout cas un exemple qui t'a permis de mettre ça en pratique et qui a changé quelque chose dans ton quotidien, dans ta vie. Ouais, bah, par exemple, je peux te donner des situations qui sont malgré tout assez anciennes, mais la dernière année que j'ai passée dans mon ancienne boîte, c'était une année très, très compliquée où c'était facile de voir le négatif parce que j'avais beau lui dire ce que je disais à ma coach PNL de l'époque, je disais mais objectivement tout est négatif, dites-moi où c'est positif quoi. Ben, on va chercher. Et donc on passait du temps ensemble à chercher les cadeaux cachés, tu vois, des situations. Les fameux cadeaux cachés dans la vie. C'est ça, exactement. Et je disais bah oui, regardez, j'ai pas eu ce chantier, j'ai pas eu ça, il m'est arrivé tel problème, tel truc. Et ben on retrouvait des cadeaux cachés. Mais si tu veux, le sens global, elle me dit si vous n'arrivez pas à être heureux maintenant et à avoir ces cadeaux cachés, vous ne serez pas heureux quand tout ira bien en fait. Elle disait que le bonheur, tu vois, c'était pas de vouloir qu'il fasse soleil tout le temps, c'est d'apprendre à danser sous la pluie aussi parfois. Et la PNL, elle m'a aidé à ça. Et vraiment, la dernière année, malgré tout, je l'ai fait sur une jambe, quoi. C'était facile. Il m'arrivait que des tuiles, mais à chaque fois, la période difficile faisait 5 minutes. Je disais, ok, voilà, c'est la merde, il est arrivé ça. Maintenant, comment on fait ? C'est quoi mes solutions ? Et là, je trouvais directement plusieurs solutions, comment m'offrir d'autres perceptions des choses et arriver à changer les situations. Et toujours d'une faiblesse, en faire une force. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Est-ce que ce n'est pas prendre le pouvoir sur sa vie ? Complètement. Et toute la responsabilité finalement ? Mais c'est ça. C'est exactement ça, Nico. Quand tu dis être 100% responsable de ce qui t'arrive, prendre ta responsabilité dans tout, c'est ça. Tu reprends le pouvoir, tu reprends les commandes. Déjà, ça te redonne le moral, ça te redonne de la force et ça te redonne du contrôle plutôt que croire que tu subis et qu'en fait le sort s'acharne contre toi. C'est jamais le cas. Tu travailles sur toi. Tu quittes ton boulot, tu te fais toujours accompagner, en tout cas tu avances. Là tu as tes lotissements, tu commences à le mettre sur internet, alors c'est ton podcast. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là tu as trouvé le bonheur, tu te considères heureux à ce moment-là ou pas totalement ? Pas totalement, il manque des choses encore. Je partage beaucoup dans mon podcast parce que j'ai l'impression que la vie m'a beaucoup donné, tu vois, j'ai beaucoup reçu. Et c'est pas que je me sens redevable, mais j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui est arrivé. J'ai le sentiment que je vis vraiment la vie que je voulais et j'ai envie d'aider ceux qui galèrent un peu plus, tu vois, vraiment de tendre la main et de dire voilà, moi je suis passé par là. Si je repense, tu vois, à Jean Rivière, Antoine BM, qui quand j'étais dans ma voiture me donnait de la force,
Et je me dis, j'ai envie d'être ce mec-là. Celui qui donne de la force aux gens qui sont désespérés parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que c'est long, parce que ça prend plus de temps que prévu. Donc ça me rend déjà heureux. Mais je me rends compte, moi aussi, que en fait, j'ai atteint tous mes objectifs. Et que je suis assis en haut de ma montagne, tu vois, et que tu ne vois pas l'autre Non, montagne. Exactement. Exactement. Elle est cachée dans les nuages. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et je rêve plus, en fait. Et je vois que je commence à tourner en rond. Et là, on est en début 2021. Et je vois que je commence à tourner en rond et à me dire que j'ai tout ce que je veux, mais il manque de la saveur. Et là, je me paye un rêve, je me rappelle, je me paye ma Tesla, ma première jolie voiture, tu vois, et je la kiffe pas comme je devrais la kiffer. Les sentiments viennent pas comme ils devraient venir. J'ai pas le regard de gamin auquel je m'attendais, et je vois que j'ai encore des élastiques, j'ai encore des freins, j'ai encore des trucs que j'ai pas coupés. Et c'est, tu vois, c'est rigolo, mais je m'entraîne au CrossFit depuis plusieurs mois, et j'ai un pote que j'apprécie au CrossFit, Fabien, qui est entrepreneur comme moi, qui a des escape games, qui a une boîte de formation en ligne dans le domaine de l'orthophonie. Et on discute, et il m'apprend qu'il est coach PNL. Et en discutant ensemble, on devient vraiment potes, quoi. Et un jour, je me livre, parce que c'est compliqué quand tu as un podcast de dev perso, que tu parles de liberté, de te rendre compte que toi aussi, tu as encore des élastiques. Et d'ailleurs, on n'est jamais arrivé dans la vie. J'en ai encore des élastiques. Mais là, ils étaient un peu trop, ils commençaient un peu trop à se tendre, tu vois. Et puis Fab me dit, mais tu sais qu'une partie de mon métier, c'est coach PNL, j'étais psychothérapeute, j'ai beaucoup de diplômes là-dedans, j'aide des gens, des entrepreneurs, des entreprises et des particuliers à couper leur dernière ficelle et arriver à vraiment kiffer leur vie et vraiment se sentir libre. Je dis, moi j'ai bien envie d'essayer quand même, parce que ça me paraît pas mal ce que tu dis. Et on a passé presque 6 mois ensemble quand même. On se voyait tous les 15 jours ou 3 semaines. Et avec beaucoup d'exercices. J'ai fait beaucoup d'exercices, d'exercices de gratitude, de voir tout ce qui va bien dans ta vie, de noter des situations où tu sais dire non, des situations positives, et pour vraiment capitaliser sur ta confiance en soi, continuer de l'entretenir. J'ai aussi réglé des problèmes avec des personnes autour de moi, tu vois, des vieilles situations. Et vraiment, à l'issue de ce coaching, je ne sais pas quand sera la prochaine montagne, tu vois. Mais là, pour l'instant, je suis encore en train de gravir la nouvelle. Et, la nouvelle, c'est quoi justement le rêve de cette nouvelle montagne ? Oh là là, j'en ai plein. J'ai des voyages avec mes enfants, tu vois, que je suis en train d'organiser. On a déjà fait beaucoup de voyages. Ça, c'était vraiment fantastique. Moi, je suis passionné de voyage, j'adore ça. Toi aussi, je sais que tu aimes beaucoup ça. Et le faire découvrir à ses enfants, c'est merveilleux, c'est incroyable. Elles ont 12 et 14 ans. Tu vois, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Espagne, on a fait l'Italie, on a fait aussi beaucoup la France, on a fait la Grèce ensemble. Et c'est merveilleux, et c'est des souvenirs qui restent et que tu crées pour toute la vie. Donc là, on a dans le collimateur le Japon et les États-Unis. J'aime beaucoup l'automobile, les voitures. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis pas loin de pouvoir me payer quelques rêves automobiles. Mais tu t'es pas acheté une voiture dernièrement ? Si, j'ai acheté une Porsche en début d'année. Donc ça, c'était vraiment très très cool. Est-ce que là, tu l'as apprécié justement davantage que la Tesla ? Tellement. Qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce qui était différent justement ? Là, on est dans quelque chose. Tu vois, quand tu me parles de tes vacances avec tes enfants, on est dans créer une expérience, des souvenirs. Je considère que dans le voyage, on est dans l'être, en tout cas dans le ressenti. Oui. Là, tu parles d'une Porsche et c'est intéressant parce que en fait, en quoi c'est différent d'avoir la Tesla et d'avoir la Porsche ? Pourquoi là, c'était beaucoup plus jouissif finalement ? Eh ben, si tu veux, comment te dire ? Donc c'était déjà des rêves d'enfant, mais la Tesla c'était un peu, alors pas un rêve d'enfant parce que ça n'existait pas, mais cette belle voiture c'était ça. Mais à l'époque je pouvais pas la kiffer. J'avais beaucoup de freins, que ce soit, tu vois, le regard des autres, la peur que ça ne dure pas, de dire est-ce que je mérite cette voiture, est-ce que ça va durer, est-ce que je vais pouvoir continuer de ce que j'ai fait. Et objectivement, quand tu regardes ma courbe de patrimoine et ce que j'ai fait depuis le début, elle a fait que monter.
Donc, c'est des croyances, tout ça. Et d'avoir vaincu tout ça, en fait, je suis comme un gamin. C'est-à-dire que quand je la prends, je suis hyper heureux. J'adore les sensations qu'elle me procure. J'adore la partager avec les gens, tu vois. L'image que je pouvais avoir avant, c'est de me dire, mec, il a une Porsche, il est riche, il est peut-être un peu connard, il se la pète avec. Moi, c'est le contraire, quoi. Quand j'ai des potes qui me voient arriver, ils disent, putain, t'as une Porsche? Je dis, ouais, tu veux faire un tour? Viens, on l'ouvre, on la regarde. Tu la fais partager aussi aux gens. Et vraiment, en tout cas, c'est trop cool. Et tu vois, chaque fois que je descends dans mon garage, je m'arrête, je dis, oh, mais c'est quand même incroyable. Tu te rends compte ce que tu t'es offert? Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est merveilleuse. Et ça me procure vraiment des sensations. Après, je sais que j'ai pas besoin de ça pour être heureux, tu vois. Si demain, il n'y a plus de Tesla, il n'y a plus de Porsche, c'est pas un problème. Et juste qu'on soit clair, on est d'accord que c'est des bonnes sensations pour toi ou finalement ça va aussi compléter ton ego? Eh ben, ça serait compliqué. Je sais pas si ça serait malhonnête. Le Anthony d'il y a 4-5 ans aurait vraiment complété son ego, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a forcément une partie de ça. Ce serait mentir de le dire complètement. Il y a un symbole quand même quand tu arrives avec ça. Et même en crédibilité de promoteur des fois. Quand je la prends pour aller sur certains chantiers, même avec la Tesla, ça fait partie du package de l'aménageur. Quand je vais négocier des terrains, je sais que les gens se disent, bon, s'il peut mettre 50 000 euros dans une voiture, c'est sûrement qu'il pourra m'acheter mon terrain 200 000 euros. Ça fait plus sérieux que quand j'avais mon ancienne Citroën que j'avais cabossé de partout, avec laquelle je traînais du carrelage et qui frottait par terre. Ou peut-être que des fois, les gens pouvaient se dire, soit il fait trop le modeste, soit il a une voiture toute pourrie et en fait, il n'est pas sérieux, quoi, tu vois. Mais, et par contre, vraiment, la plupart du temps, quand je la prends, tu sais, c'est pas pour aller en ville chercher le pain. C'est je mets le clignotant à droite, direction les montagnes, dans le respect des limitations de vitesse, bien entendu. Ouais. Mais aller rouler dans les montagnes vers chez moi où il y a personne, où il y a des très très belles routes. Et là, tu as le son du moteur, tu as le toit ouvrant, tu as le vent dans les cheveux. Et surtout toi. Ouais. Pour ceux qui voient la vidéo YouTube, effectivement, Tony peut avoir le vent dans les cheveux sans problème. Ça, c'est... Je bats mes records de longueur là quand même. Hein, et pour le coup, ce n'est vraiment pas de l'ironie, c'est que vraiment t'as des longs cheveux. Oui. Donc tu peux t'amuser et tu peux même te filmer pour Instagram les cheveux au vent. C'est ça. Je peux me faire des couettes, je peux me faire des tresses maintenant. Ouais. Et tu vois, là, du coup, c'est le dernier coaching, l'accompagnement PNL qui t'a fait prendre conscience du bonheur que tu avais aujourd'hui et d'en profiter. C'est assez récent finalement quand tu dis qu'aujourd'hui tu as le bonheur. Tu te sens aligné dans ta vie? Aujourd'hui, vraiment. Ouais, vraiment. J'ai le sentiment... Alors, tu sais, c'est toujours compliqué. On n'est jamais arrivé dans la vie. Hein. Puis la vie m'enverra aussi d'autres épreuves, peut-être. Il y a forcément un moment où je vais perdre des proches. C'est dans ces moments-là aussi où tu te rends compte que tout ce que tu crées, si c'est vraiment bulletproof, tu vois, si c'est solide. Mais la vie m'enverra d'autres épreuves. Mais aujourd'hui... j'ai vraiment le sentiment d'être aligné, de faire ce qui me plaît, ce que j'aime. Je me mets aucune limite. Tu vois, récemment, on a écrit un livre pour enfants. Ouais. Il y a plein de gens dans mon entourage. Je t'avais demandé de m'amener, que tu m'as amené. Et je sais que c'est un livre que je vais offrir à mes frères et sœurs. C'est génial. Et franchement, j'en suis plus que ravi parce que je sais que tu partages de très belles valeurs. Et ça, j'adore. Ouais. Tu vois, ce livre, il est né du fait qu'en coaching, j'ai vu tellement d'investisseurs avec justement des grosses croyances limitantes, des gens qui se dénigrent, qui ont Radio-Critique en permanence allumée dans la tête. Ah, je suis nul, qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi, je peux pas aller chez le notaire, il va voir que je suis naze, et ainsi de suite. Et nous, on est là déjà pour les aider, mais on se disait, si c'était pris depuis le plus jeune âge, ce serait bien mieux. Et là, tu vois, ce livre, c'est 10 petites histoires que la vie, elle peut t'envoyer pour t'apprendre à profiter du moment présent, pour t'apprendre ce que c'est que la gratitude, le mérite, la liberté, l'argent... Et pour démarrer le dialogue en fait entre parents et enfants sur ces sujets-là, tu vois. Ouais, ça c'est génial. Tu sais, parce que là au final, parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément dit, mais tu continues tes investissements, tu continues, t'as des associés, t'es dans la création de toute façon, dans l'investissement, et t'es aussi dans l'accompagnement, parce qu'Instagram c'était pas uniquement justement pour avoir les cheveux au vent dans des belles voitures. Non, c'est que t'as créé une communauté et tu aides les gens aussi à se développer, et t'es dans le partage.
Ouais. Il y a quand même quelque chose qui est là dans le partage. Et je trouve aussi, enfin je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais que le bonheur est forcément dans déjà la progression personnelle Oui. et dans le partage de ce qu'on peut apporter aux autres. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'apprends au fur et à mesure, que faire ses propres projets dans son coin, au final, on se retrouve vite seul. Mais tu as tout à fait raison, et ça, je l'ai vraiment compris de deux façons. C'est rigolo parce que tu vois, moi, j'ai eu 35 salariés en moyenne dans ma vie d'avant, et j'ai vu à quel point c'était difficile et compliqué. Et justement, dans ma nouvelle vie, je voulais plus de salariés. Je voulais travailler tout seul avec mon associé, avec Ben, qu'on soit tous les deux et qu'on n'ait plus de salariés. Et en fait, après, en grossissant, en avançant, tu te rends compte que tu as besoin de monde. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment une équipe autour de moi, mais c'est tous des gens en freelance. Mais tu peux pas réussir tout seul. Tu peux pas faire tout seul. Et puis en plus, quand tu es seul, tes défaites, tu les partages seul, donc c'est difficile. Mais tes succès, tu les partages tout seul aussi. Donc tu as fait une super vente, tu as fait un super invest, tu as passé une super journée. Tu vas pas boire le champagne tout seul, quoi. Et après, au-delà de ça, avec la communauté, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment génial. Moi, j'ai commencé par m'inscrire sur le club des rentiers Facebook, le groupe Facebook. J'ai rencontré Alex, le créateur du groupe. Je suis parti en voyage avec eux. J'ai vraiment adoré connecter avec d'autres investisseurs. Après, on a eu envie de rendre ça. Donc, on l'a fait dans les coachings avec Yann, avec mon pote des Gentlemen. Et aujourd'hui, on organise des voyages, on en organise 4 par an. Et à thème en plus, c'est-à-dire que en fait, tu restes, vous restez, parce que vous le faites à deux avec Yann, mais vous êtes sur des choses qui vous passionnent. Oui. En fait, il y a pas qu'un côté argent ou rentabilité, il y a un côté où on partage des valeurs communes, j'ai l'impression, dans ce que tu crées. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Pour ceux qui disent c'est pour l'argent ou quoi, quand on organise un voyage moto, par exemple, peut-être qu'on fait 2000 € de marge sur le voyage où on invite 20 investisseurs, tu vois. Ma dernière opération d'achat-revente, j'ai fait 80 000 € de marge. C'est sans commune mesure. L'achat-revente, ce que je fais au quotidien, ça paye 10 fois plus. Mais humainement, je veux pas dire que l'un est mieux que l'autre. Enfin, humainement, forcément, le voyage est mieux. mais je ferai pas que... S'il y a des gens qui vont me dire « Mais si ça paye plus, pourquoi tu fais les voyages moto ?» Mais parce que c'est fantastique. On part une semaine entre investisseurs. La dernière fois, on était 22 motards. On a fait Auvergne-et-Cévennes. Le soir, on se retrouve dans des petites auberges où des situations incroyables. Tu sais, des auberges où c'est bas de plafond. T'as roulé toute la journée, t'as pris la pluie. Et là, t'as une tablée de 20 personnes. Toutes les épaules se touchent. Et tu te dis, c'est chouette, c'est le partage, quoi. Et puis voilà, t'as des gens autour de toi qui n'ont pas investi. À côté, la personne à côté, elle a peut-être plusieurs millions de patrimoine, et elle est à côté, elle dit alors, t'as pas investi, c'est quoi qui te bloque? Et c'est inouï, quoi. Combien de fois elle aura la chance dans sa vie d'avoir quelqu'un qui a fait plusieurs millions de patrimoine, par exemple, pour l'aider à son premier investissement? Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Tu rencontres pas des gens comme ça quand tu vas chercher ton pain, quoi. De réunir des gens comme ça, bah, tout le monde s'apporte, en fait. Moi, c'est drôle parce que c'est comme si, en fait, quand tu organises dans ces masterminds, que chacun puisse enlever les élastiques des autres. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas qu'un coach, c'est que là, finalement, tout le monde peut s'auto-coacher sur qu'est-ce qui bloque et comment avancer. Complètement. Et du coup, oser ce que les gens rêvent, finalement. Ouais, c'est vraiment ça. Et en plus, comme tu dis, on s'apprend tous les uns des autres parce qu'on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais moi, en mastermind, je suis toujours surpris dans la communauté des gentlemen investisseurs de la qualité des gens qui nous suivent et de ce qu'ils font. Et à chaque fois qu'on est en mastermind qui nous montre les choses qu'ils font, moi, je suis subjugué. Je me dis, mais il y a des investisseurs, on les voit pas. Sur Internet, ils partagent un petit peu, mais ils n'ont rien à vendre. Ouais. Et voilà, et moi, j'ai appris énormément par nos coachés. Et la plupart sont devenus des amis aujourd'hui. Et c'est fantastique, vraiment c'est fantastique de pouvoir partager comme ça, s'apporter mutuellement, c'est chouette. Je voulais te partager, j'ai mon ordi qui s'est fait la malle, il n'était pas posé si loin. Tu sais que je fais un peu, c'est vrai que j'en parle peu et donc c'est pas quelque chose qui est ultra public, mais avec ce podcast ça va l'être davantage. J'aime bien la numérologie et je voulais juste voir avec toi parce que à quel point justement ce qu'on peut trouver dans les chiffres
peut être a priori vrai ou pas, parce que de toute façon on va voir, en général ça fonctionne, peut-être qu'avec toi ça fonctionnera pas, sait-on jamais. Mais en gros je vais te dire ce qui est ton triangle fondamental. Donc c'est un peu tes talents naturels et potentiels que tu as besoin de nourrir pour te sentir aligné dans ta vie. Excellent. Donc toi t'as en tout premier t'as le 7 qui ressort, et le 7 c'est la cérébralité et un côté original avec un besoin de transmettre. C'est ce qui te correspondrait. Tu es quelqu'un d'original, tu as besoin d'accepter la différence, assumer ta singularité et cultiver ça. En fait, si tu le comprends, pour toi, c'est une véritable chance. Parce que tu peux justement l'accepter. Parce que tu aurais pu, tu me diras si c'est le cas, avoir la sensation d'être incompris dans ta vie à certains moments. Ouais, je l'ai eu longtemps. Je l'ai eu très très longtemps, cette sensation-là. Pourquoi ? Parce que, tu vois, même dans mon ancien métier, quand je voyais ce que je pouvais faire en passant de l'autre côté, de plus être entrepreneur, mais devenir investisseur, les leviers qu'il y avait. Quand tu es entrepreneur, en tout cas dans ce que je faisais, tu as des leviers qui sont quand même un peu limités, je trouve. Et quand tu passes investisseur, tu peux faire énormément de choses. J'essayais d'expliquer ça, mais personne ne me comprenait. Tu étais un peu un ovni. Ouais, complètement. Et ça, c'était très, très prégnant. Et tu sais quoi ? Ce qui est assez marrant, c'est que tu aurais une Porsche à la place du cerveau. Tu as besoin de tout comprendre. Approfondir, enseigner, consulter, conseiller, faire de la recherche, philosopher. Tout ça, tu adores. C'est quelque chose qui ressort avec le chiffre 7. Et aussi, un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a le cerveau droit, mais aussi le cerveau gauche. Et ton intuition est très importante et tu as une spiritualité qui est en toi. En tout cas, c'est ce que dit le chiffre 7. Et c'est marrant parce qu'on n'en a pas là parlé davantage, mais il me semble que la spiritualité, t'as vraiment ce côté très cérébral où t'as le cerveau gauche et le cerveau droit qui travaillent en même temps. Tu peux avoir un côté très ancré dans la vie, t'es dans l'investissement, t'es dans la pierre quand même, ce que tu crées. Et pourtant, t'as quelque chose qui me semble beaucoup plus spirituel aussi dans ta vie. Complètement. Dans une quête. Bien sûr. Le besoin de spiritualité, il est énorme. Alors, il y a des choses dont je parle pas beaucoup, que je garde pour moi sur Internet. Je suis croyant, pas très très pratiquant, mais par contre, je crois en Dieu en tout cas. Et puis je crois en l'univers, surtout aussi, et à ce que ça peut nous apporter en tout cas, et que vraiment à la physique quantique et à ce que tu émets et ce qui te revient. Et vraiment, quand tu changes ta fréquence et que tu commences à voir le positif, tu vois, avec la PNL, ce qui peut t'aider, mais à toujours avoir une attitude mentale positive, que tu apportes du positif aux gens, il te revient du positif. Donc, j'ai vraiment ça. Après, oui, la spiritualité, elle est plutôt très présente. J'avais un peu peur au début de cette interview parce que en fait t'es arrivé assez rapidement. Je venais d'avoir ce Airbnb à Lyon et c'est vrai que du coup je te dis ça te dérange pas si je mets un peu de sauge, ce qui comptait pas dans la spiritualité peut paraître un peu bizarre le mec qui met de la sauge avant une interview, et j'accepte aussi moi davantage cette partie là parce qu'à un moment donné, même quand j'étais vraiment dans l'immobilier il y a 3 ans et que je communiquais uniquement là-dessus, j'avais cette peur d'être rejeté parce que j'avais peut-être un côté un peu perché, et quand je dis perché c'est pas négatif, moi, j'aime bien les gens perchés. Non, mais c'est ça. Mais moi, il y a des choses auxquelles je crois. On n'en parle jamais. Un jour, on en parlera dans les podcasts. Je travaille de temps en temps avec quelqu'un qui est passeur d'âme. On en a un peu parlé tout à l'heure. J'avais un bien immobilier que j'arrivais pas à vendre depuis plus d'1 an et demi et qui, objectivement, il n'y avait aucune raison qu'il ne se vende pas. Et j'ai fait venir cette personne qui est passeur d'âme et qui a vu justement dans la maison 3 entités, ou en tout cas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y aurait le bon terme, des entités. Et dont une qui était plutôt 2 qui, malheureusement, avait peut-être rien à faire là, et puis qui avait bien besoin de rejoindre l'autre monde, en tout cas. Et une autre qui était plutôt maléfique, donc voilà, qui l'a fait partir. Après, on y croit pas, mais j'ai eu une offre au prix 15 jours après, pour cette maison. Ça c'est génial parce que ça montre bien que finalement on peut avoir les deux, on peut très bien faire de l'immobilier, être dans le concret, être ancré dans la vie, et la vie c'est aussi avoir besoin d'argent parce que l'argent est présent, et en même temps tu nous partages là une histoire où on est en plein dans la spiritualité, dans les croyances, et ça fonctionne aussi, bien sûr. Ça marche. Bien sûr, et puis alors tu sais, je te le disais tout à l'heure, mais moi qui ai une formation de technicien à la base dans la mesure physique, on utilise des appareils pour apprendre à mesurer des phénomènes physiques. Et la première chose qu'on nous explique,
c'est que les phénomènes physiques qu'on mesure, ils peuvent être mesurés que par le capteur qu'on utilise, et que le capteur, il a une plage d'utilisation. Et que si le phénomène qu'on veut mesurer dépasse la plage, on ne le verra pas. Et ben nos oreilles, c'est des capteurs. Par exemple, on n'entend pas les ultrasons et les chiens les entendent. Nos yeux, c'est des capteurs. Mais ben, ils ont aussi leurs limites. Nos oreilles, elles peuvent entendre que ce qui est dans leur plage de captage, et nos yeux, pareil. Donc, ben, il y a des choses qui existent, mais qu'on ne voit pas. C'est mon explication scientifique, en tout cas. Donc, ouais. Au niveau du deuxième point numérologique, donc c'est un triangle, donc il y en a 3. Le deuxième, talent naturel et potentiel que tu dois nourrir pour être aligné dans ta vie, c'est que tu as un côté combatif, voire bâtisseur, un besoin de réalisation avec beaucoup d'énergie. C'est ce qui te représenterait. Et quel que soit le métier, le côté bâtisseur, d'architecte d'idées et de projets doit être présent. Certains ont une grande volonté qui leur donne le sens du combat pour une cause, de la compétition, même le sens de la justice et des affaires. Je trouve que bâtisseur, ça te représente bien. Ouais. C'est plutôt très bien. Ouais, c'est assez rigolo. Mais effectivement, c'est ça. Et ce qui concerne ton objectif de vie, tu as le chiffre 6. L'objectif de vie, donc c'est ta colonne vertébrale, c'était ton moteur, tes motivations. Et ben en fait, là, tu es dans la catégorie des soignants et des responsables. Tu vois, l'objectif, apporter de l'harmonie, du bien-être, du soin, guider les gens, voire guider les structures, apporter des solutions, prendre des responsabilités. Tu aimes créer avec un esprit familial partout où tu vas, et tu détestes les conflits. Et tu peux même être très, très perfectionniste. Ouais, et ça, je me soigne. Le perfectionnisme, je me soigne. Et je trouve que j'ai bien progressé. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a pourri la vie passé à une époque. Mais pour ce qu'on fait, il faut accepter aussi de l'être un peu moins parfois, parce que quand tu produis du contenu et que tu en produis beaucoup, tu es obligé de lâcher là-dessus à un moment. Sinon, tu te limites trop. D'être dans l'action, de faire. Ouais. Et tu vois, Pareto m'a sauvé un peu la vie, où je me suis dit, 80-20... Ouais. 80, c'est acceptable, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas ? Oui, la loi de Pareto, c'est de dire que 80% de tes résultats viennent de 20% de ton travail. Et souvent, par exemple, 80% de tes problèmes dans ton boulot viennent de 20% de tes clients. Et cette loi de 80-20 se retrouve partout. Et dans mon boulot, par exemple, ce que je faisais, j'ai regardé les 20% de mes clients qui me prenaient le plus la tête, et j'ai arrêté de travailler avec eux. Et mon bien-être au boulot s'est amélioré de façon incroyable. Et c'est aussi une loi pour savoir se satisfaire du travail, que 80% de tes résultats vont dépendre de peut-être 20% de ton travail. Des actions. Des actions, en tout cas, des actions que tu fais dans ton travail. Ouais. Donc, se concentrer là-dessus, et après, passer 80% du temps pour améliorer les 20 derniers pourcents, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi ? Ouais. Ouais, tu vois, ça semble assez. On est vraiment, tu vois, talent 7, cérébralité, transmission, 8, combativité, bâtisseur, réalisation, et 6, apporter de l'harmonie, quoi, dans ta vie. Et je trouve qu'on est bien là-dessus. Et je le fais pas forcément, mais tu seras en année 3, toi, cette année. Et l'année 3, c'est propice pour démarrer des nouveaux projets, donner un nouvel élan dans ta vie en créant des synergies, profiter pour communiquer sur tes valeurs et celle de ton activité. C'est une année où il y a beaucoup de chance. Une année où... Enfin, beaucoup de chance si on la provoque. Hein. Encore une fois, les choses n'arrivent pas sur son canapé. Hein. Et une année où il y aura même... Alors, on est en fin d'année quand on enregistre ce podcast, mais où tu aurais potentiellement ressenti de la joie, de la légèreté, où tu es allé sur quelque chose de plus... peut-être créative et innovante. Et même au niveau de la communication artistique, du développement, c'est tout ce qui te concernait cette année. Tu as le sentiment d'avoir été sur cette énergie-là ? Oui, alors vraiment complètement. Tu vois, sur un domaine, on peut prendre un exemple, mais sur la partie vlog, sur ce que je fais sur YouTube, c'est une année où je me suis vraiment lâché. Alors, je sais que j'ai encore des élastiques et que je peux aller, à mon avis, encore plus loin dans ce que j'aurais envie de créer ou de faire. Mais sur le regard des autres ou le jugement de mes idées ou de choses comme ça, vraiment, j'ai beaucoup lâché et j'ai réussi à être encore plus créatif, à me faire encore plus plaisir. Et effectivement, tu fais ça. Le livre aussi. Le livre, par exemple. C'est de la créativité. Complètement. T'es en plein dedans. Hein. Ouais, complètement. Et encore une fois, tu vois, sur un domaine où il y a des gens du quotidien qui sont pas sur Internet qui m'ont dit, mais en fait, tu fais quoi, toi ? Tu fais promoteur, tu fais des livres pour enfants, tu fais du développement personnel. Ils n'arrivent pas à mettre dans une case. Et je dis oui,
Et alors, pourquoi pas, tu vois? Et pourquoi tu fais? Mais pourquoi pas? C'est ça qui est trop bien, c'est justement de laisser libre cours à ses envies. Et aujourd'hui, tu vois, j'arrive vraiment, par exemple, cette année, je faisais des coachings dans toute la France, des choses que j'ai vraiment adorées. Ça s'appelait J'irai investir chez vous. J'en faisais un par mois. Et l'année prochaine, j'ai arrêté ça. On va le transformer et on en fera peut-être 1 ou 2 dans l'année en groupe. Mais parce que j'avais vraiment envie de retourner à ce que j'aime aussi vraiment beaucoup, le marchand de biens, passer plus de temps sur le terrain. Et du coup, ça me prenait du temps là-dessus. Et je laisse libre cours à cette envie-là. Et puis après, peut-être que ce sera plus de coaching et ainsi de suite. Mais c'est vraiment de s'écouter. Tu t'écoutes beaucoup plus qu'avant, en fait. C'est assez incroyable. Et j'ai une question, c'est la question de Tata Jacqueline. Ah C'est la question de Tata Jacqueline. La fameuse Tata Jacqueline. Et en fait, quand je lui ai parlé de toi, je lui ai dit que tu venais, que j'allais t'interviewer. Et elle me dit, non, mais il est gentil, tonton Tony, là. Mais enfin bon, à un moment donné, il nous parle de liberté et tout, mais enfin, il bosse tout le temps. Il a 10 000 projets sur le feu. Donc, il a fait des burn-out, etc. Mais en vrai, est-ce que t'as vraiment du temps pour toi aujourd'hui? Est-ce que elle se demandait, est-ce que la vie d'avant n'est pas la même que celle que t'as aujourd'hui? T'es juste ton propre patron, mais t'es toujours avec beaucoup de contraintes. Et elle disait, oui, en fait, il cherche une liberté, mais est-ce qu'il l'a vraiment trouvée? Tata Jacqueline, moi je lui répondrais que le mot-clé là-dedans, c'est le sens, en fait. Ouais. Un être humain, pour être heureux, il a besoin de sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malheureux et qui s'enferment dans leur malheur parce qu'à posteriori, ils s'inventent des histoires pour justifier ce qu'ils font. Ils cherchent du sens. Tout le monde a besoin de sens. Si demain, dans un travail, tu dis à un salarié de planter des clous dans un mur, il va te demander pourquoi. Il va pas le faire sans rien. Il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Et moi, à l'époque, j'essayais de donner du sens à ce que je faisais. Mais voilà, j'avais des rêves de création. C'était dans un métier très terre-à-terre. Comme tu dis, plutôt spirituel. J'ai quand même des besoins intellectuels. Et j'étais avec un environnement qui me stimulait pas beaucoup. Rien n'avait de sens, en fait, dans ce que je faisais. À part peut-être de la loyauté, mais ça suffisait pas. Et aujourd'hui, je travaille toujours énormément, mais c'est par choix. Et chaque projet, pris indépendamment, pour moi, a énormément de sens. Quand je fais un livre pour enfants et que je vois sur Instagram des gens qui me partagent des photos de eux en train de lire le livre avec leurs enfants, ça me donne de la fierté, ça me donne de la joie. Et je me dis, purée, c'était dans ta tête, tu l'as matérialisé dans la vie, et aujourd'hui, tu l'as partagé aux gens, et ça les aide à discuter avec leurs enfants, et tu as impacté le monde d'une certaine façon. Donc, ça a beaucoup de sens. Quand je fais mes projets immobiliers, que tu vois, déjà parce que c'est rémunérateur, mais en plus, quand tu vends le terrain à des gens, que tu es chez le notaire avec eux, et que tu vois la joie dans leurs yeux, et qu'ils disent, je peux vous montrer les plans qu'on a fait pour la maison? Je dis, oui, bien sûr. Regardez, on va se mettre là, et tu dis qu'ils vont passer les 10 prochaines années de leur vie sur le terrain que toi, tu as divisé et que tu as créé leur futur cadre de vie. C'est incroyable et ça a beaucoup de sens. Et donc, en fait, c'est ça qui guide tous mes projets aujourd'hui. Je me dis, est-ce que ça a du sens pour moi? Si demain, tu me proposes un super projet qui va me faire gagner plein de sous, mais qui va me demander 1 mois et demi de travail non-stop, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je vais dire non. Et donc, voilà. T'arrives à prendre du temps pour toi quand même à un moment donné? Mais en fait, j'ai l'impression de tout le temps prendre du temps pour moi. Alors, tu vois, aujourd'hui... C'est ça, en fait. Le fait que tu fasses les choses avec sens... C'est ça. Tu te nourris quotidiennement. Ouais. Après, je travaille pas non plus tout le temps. Pour moi, j'ai une vie incroyable. Tu vois, aujourd'hui, le top de mes priorités de cette année, c'était ma santé et le sport. Donc, je m'entraîne au CrossFit 4 fois par semaine et j'y vais à 9h du matin. Donc, le lundi, le mardi et le jeudi, vendredi, je pars à la maison à 8h30 jusqu'à 11h. C'est du sport, quoi. Donc, j'attaque vraiment de travailler à 11h30 les journées. Des fois, je travaille 1 heure avant de partir. Mais donc là, c'est vraiment du temps pour moi, pour ma santé, ça me fait vraiment du bien. Après, j'adore faire du vélo dans les bois. J'adore me promener dans les bois avec mon chien. Le week-end, quand je te dis je travaille pas, je vais peut-être travailler, j'aime tellement ce que je fais que j'ai du mal à pas travailler du tout le week-end. Mais je vais peut-être travailler 1 heure par jour ou 1h30 quand tout le monde dort. Mais vraiment, sinon le samedi, le dimanche, c'est des jours qui sont consacrés à mes enfants, à ma famille. Mais quand tu es vraiment passionné, quand tu aimes ce que tu fais, c'est dur pour moi. J'ai jamais l'impression de travailler, en fait.
quand je fais de l'administratif le lundi matin ou de temps en temps ou le lundi après-midi, un peu d'administratif, de saisir des tickets ou de payer des factures pour le boulot, je te dis pas que c'est incroyable hein, comme après-midi, mais hormis ça, j'ai jamais l'impression de travailler. J'ai l'impression de m'amuser, quoi. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais j'ai quand même une petite dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans la vie, Tony ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Ce que j'ai osé de plus grand, je l'ai pas encore fait. Mais tu sais ce que tu oseras de plus grand ? Ouais, vraiment. J'ai des rêves, j'ai des choses que j'ai encore en moi. Et alors, pour répondre à ta question, ce que j'ai osé de plus grand, c'est vraiment franchir le pas de l'indépendance financière et de vraiment sauter dans le vide et changer de vie. Même si j'avais mes investissements, même si j'avais tout ça, je connais plein de gens aujourd'hui qui ont peut-être 10 000 euros de cash flow par mois et qui gardent leur boulot parce qu'ils ont peur. C'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie, de quitter ce boulot. J'ai pu passer plus de temps avec mes enfants, j'ai pu vivre une vie incroyable. Je peux être avec toi en train d'enregistrer une vidéo en pleine semaine. Donc, c'est ça que j'ai vraiment osé le plus. Et je me revois encore, hein, quand je suis parti, c'était le 21 décembre 2018. Tu vois, à l'époque, je fumais encore. Et aujourd'hui, je fume plus du tout. Et je me rappelle avoir pris mon paquet de clopes, l'écraser et le jeter dans la benne à ordures du dépôt. Et de me dire ça reste ici, dans cette aventure-là, enfin, dans cette chapitre de ma vie. Je ferme le bouquin et j'écris un nouveau livre maintenant. Et depuis, c'est incroyable, quoi, ce qui s'est passé. Et du coup, quand tu disais de plus grand, ça n'est pas encore arrivé, ouais. C'est-à-dire, tu as quelque chose en tête ? Je suis passionné de théâtre. C'est vraiment quelque chose que j'ai pratiqué des années et des années. J'ai joué beaucoup de pièces, toujours en comédien amateur. Mais j'avais une petite troupe de théâtre aussi. J'arrête de dire petite, j'avais une troupe de théâtre, ouais. On était 3. Et où, tu vois, dans la plaine du Forêt, vers chez moi, j'ai arpenté les salles le week-end, en même temps que ma rat race à l'époque. C'était mon bonheur d'aller jouer le samedi soir, ma pièce de théâtre, où je jouais, tu vas pas rire, mais un entrepreneur de travaux publics. Comme par hasard. Fallait le faire quand même. Mais bon, un grand patron. Je jouais Martin Bouygues, si tu veux. Et c'était excellent. Et descendre de scène, rencontrer les gens, passer du temps avec eux, j'adorais ça. Après, on a eu ces fameux épisodes de 2020 qui m'ont éloigné des scènes pour les raisons qu'on connaît tous. Et du coup, j'ai pas repris. Et ça, c'est un de mes rêves que je ferais, et c'est de faire un jour du cinéma. C'est quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Pas forcément, tu vois, pour avoir une grande carrière ou quoi, mais pour dire, je l'ai fait, j'ai joué dans un film, tu vois, pas en figuration, avoir un rôle, même un petit rôle, mais un jour jouer dans un film qui passe au cinéma. Tu vois, ça serait vraiment un de mes rêves. Oser être acteur de cinéma. Exactement. Tony dans les 1001 vies, hein, finalement à un moment donné c'est ça, et c'est aussi pour ça que c'est assez fou parce que tu vois, bon là le temps passe, le temps tourne, mais en vrai j'aurais tellement de choses encore où on pourrait continuer des heures parce qu'on pourrait parler de tellement de sujets. Tu as cette pluralité en toi qui est présente. T'as un socle qui est là, mais mine de rien, tu vas un peu partout, là où le vent te mène, et même mieux que ça, là où tes envies te mènent. C'est ça, et c'est vraiment chouette, tu vois. Pour ça, j'attends le bon moment, j'attends la bonne heure, parce que pour l'instant, je pense que je suis pas encore tout à fait mûr. Tu vois, l'idée, elle est là, elle est en train de germer, elle grossit petit à petit, et puis quand elle sera mûre, j'irai l'accueillir, tu vois. Ce sera peut-être dans pas si longtemps que ça, mais c'est quelque chose que je nourris, et puis qui me montrerait encore une fois de plus que vraiment tout est possible. Je crois vraiment que quand tu crois vraiment à quelque chose et qu'en face tu mets les actions qu'il faut pour, bien sûr ça tombera pas du ciel, il faudra aller le chercher, mais je vois aucune raison objective que ça n'arrive pas en fait. Et c'est juste faut y aller, quoi. Faut le faire et avancer. Je pense que c'est un beau message pour terminer du coup cet épisode. La prochaine fois qu'on se revoit, du coup, ce sera pour parler de la montée des marches au Festival de Cannes. et ça va être superbe. Hein, c'est Dieu. Bon, tu le visualises. On visualise, on crée, la pensée crée la réalité.
Et ben, je te dis à très très bientôt, Tony. Merci, Nico. Ça a été un plaisir de te voir aujourd'hui. Les liens des podcasts, c'est dans la description parce que t'en Oui. as pas un, t'en as deux. Une vie de liberté, Gentleman Investisseur. Ouais. Ton Instagram également. Rappelle-moi le nom. parce Une que- vie de liberté. Bah oui, c'est une vie de liberté. Tout simplement. Mais oui, exactement. Donc pour te retrouver, c'est le plus simple pour te parler aujourd'hui. Ouais, le plus simple, c'est Instagram, DM Instagram. Je réponds à tout le monde. Et ben Voilà. c'est génial. C'est vrai en Ouais. plus. T'es quelqu'un de très généreux à ce Ouais, niveau-là ouais. aussi. Bah, c'est important. Tant que je peux. Pour l'instant, c'est gérable. Hein, donc voilà. C'est avec grand Ah, plaisir. attention, hein, Festival de Cannes, ça sera différent. Ça sera peut-être plus dur. Mais Je te dis à très bientôt. merci beaucoup, Nico. À bientôt, salut. Salut. Cool. Ça t'a plu, ça te va? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Laisse 5 étoiles et un commentaire, ça aide clairement au référencement du podcast et ça m'aide à trouver de nouvelles personnes à interviewer et en plus de ça, ça te prend 20 secondes. Et si tu penses que l'épisode peut faire écho à une personne de ton entourage, n'hésite pas à lui partager. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!